Plusieurs personnes ont trouvé la mort ce dimanche dans les deux incendies qui ravageaient la Californie. En parlant du feu baptisé Campfire dans le nord, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, le shérif du comté de Butte, Cory Honea, a lors d'une conférence de presse déclaré que les restes de 6 nouvelles personnes ont été découverts. Ce bilan atteint celui de 1933, occasionné par le Griffith Park Fire, qui avait fait 29 victimes, mais dans le comté de Los Angeles, selon l'agence des pompiers de Californie, CAL FIRE. Dans le sud de l'État, autour de Los Angeles et Malibu, l'incendie Halsey Fire a fait pour sa part 2 morts trouvés dans un véhicule sur une voie privée. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet État de l'ouest des États-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. Selon un communiqué des autorités, les pompiers qui combattent le Halsey Fire se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana qui pourraient éteindre les flammes. Juste avant la réunion du cabinet, le numéro 2 du gouvernement britannique a affirmé qu'un accord était proche. Car d'après lui, obtenir un accord d'ici à mercredi est toujours possible, mais pas du tout certain. La veille, Theresa May avait affirmé que les discussions étaient dans la phase de dénouement lors d'un dîner avec des responsables de la place financière londonienne. Selon une source gouvernementale britannique, les discussions doivent aboutir d'ici à mercredi pour qu'un sommet puisse encore se tenir en novembre sur l'accord final de divorce. Le calendrier initial prévoyait que les discussions se terminent avant le sommet européen de la mi-octobre. Le temps presse pour l'Union européenne comme pour le Royaume-Uni, qui doivent faire ratifier l'éventuel accord par leurs parlements respectifs avant la date de la sortie britannique le 29 mars 2019. La dirigeante conservatrice doit obtenir à la fois le soutien de ses ministres et un vote favorable au Parlement, ce qui est loin d'être gagné car les députés de son parti sont plus que divisés sur la ligne à suivre, tandis que son allié nord-irlandais, DUP, a menacé de voter contre un accord qui ne le satisferait pas. Le principal point d'achoppement reste l'absence de solution pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. La mesure a suscité confusion et incompréhension dans le rang des Marocains. Ils étaient nombreux à scander des slogans et tenir des pancartes antigouvernementales lors d'une manifestation lundi. Vendredi déjà, pour la 3e journée consécutive, des milliers d'élèves ont manifesté après la décision surprise du gouvernement marocain de ne pas passer à l'heure d'hiver et de rester à GMT+1. Aujourd'hui, c'est une dynamique particulière qui a amené le peuple marocain à exiger le respect de son opinion, de ses décisions. C'est une honte que ce pays soit dirigé par une minorité autoritaire de pouvoir, d'argent, d'économie et de politique, et qu'en plus de cela, il touche à notre heure, à nos heures de sommeil et de réveil. Cette semaine, un grand nombre d'écoliers, d'étudiants, les médecins, le corps enseignant, plein de personnes d'autres secteurs, tous protestent et rejettent l'imposition du gouvernement. Tout le monde demande au Maroc la dignité et la liberté. Les dirigeants du Maroc doivent écouter leur peuple. Le Maroc a instauré le changement d'heure en 2008 dans le but de réduire sa consommation d'énergie, comme l'avaient fait de nombreux pays européens. La question est également posée en Europe après le projet de la Commission européenne de mettre fin à l'obligation du changement d'heure. Le Bangladesh accueille sur son sol près d'1 million de membres de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie voisine, victime l'année dernière de ce qu'une enquête des Nations Unies a qualifié de génocide. Après de multiples retards, le gouvernement bangladais a promis de débuter jeudi le retour de réfugiés vers la nation à majorité bouddhiste à partir d'une liste approuvée par la Birmanie. Mais la perspective d'un retour a semé la panique dans les camps de fortune. Des familles prévues pour être parmi les premières à partir ont ainsi quitté leur domicile, enregistré pour éviter d'être emmenées.
L'accord entre les deux pays prévoit un premier rapatriement de 2260 Rohingyas à partir du 15 novembre à un rythme de 150 personnes par jour. Minorité paria en Birmanie, les Rohingyas y sont considérés comme des immigrants illégaux, bien que certains y résident depuis des générations. Nombre de réfugiés refusent de retourner dans ce pays, que plus de 720 000 d'entre eux ont fui en 2017, tant que leurs droits ne sont pas garantis. Ils demandent à être reconnus comme des citoyens birmans à part entière. Le porte-parole du parti de Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, est monté au créneau mardi. Ces retraits de prix portent atteinte non seulement à la dignité d'Aung San Suu Kyi, mais aussi aux membres du parti et à tous ceux qui ont participé à la révolte démocratique contre la junte au pouvoir en Birmanie depuis des décennies. Le parti dénonce un complot entre organisations pro-Rohingya pour tenter de faire pression sur la Birmanie. Le gouvernement n'a cependant pas officiellement réagi ce mardi. Et Aung San Suu Kyi est restée muette sur le sujet lors d'un sommet régional à Singapour. Par le passé, elle avait évoqué dans la prouesse internationale à propos de la crise des Rohingyas un iceberg de désinformation. Estimant qu'elle avait trahi les valeurs qu'elle défendait autrefois, Amnesty International lui a retiré lundi le prix que l'ONG lui avait attribué en 2009, à l'époque où elle était encore une dissidente admirée pour avoir tenu des années en résidence surveillée. Amnesty International entend ainsi dénoncer les multiples violations des droits de l'homme observées depuis l'arrivée de Aung San Suu Kyi à la tête du gouvernement birman en 2016 et notamment la crise qualifiée par l'ONU de génocide ayant poussé plus de 720 000 musulmans rohingyas à fuir depuis 2017 les exactions commises par des militaires birmans et des milices bouddhistes. Boycott de l'un des principaux acteurs sur le terrain, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, coup de colère de la Turquie qui a claqué la porte de la conférence, rien n'aura été épargné au nouveau gouvernement italien, soucieux pourtant de réussir ce rendez-vous de Palerme, son premier grand défi diplomatique. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas été capable de s'unir. Lors d'une conférence de presse à la clôture de la conférence, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a estimé que le processus de stabilisation de la Libye devait être totalement laissé aux Libyens. Ma perché sicuramente il sostegno della comunità internazionale può, come dire, favorire questo processo. Le soutien de la communauté internationale peut accélérer le processus de stabilisation qui doit être totalement laissé aux Libyens. Votre destin est entre vos mains. La vostra, del vostro paese, voi siete padroni del vostro destino. Avis partagé par l'émissaire de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, qui a noté une convivialité beaucoup plus grande parmi les participants libyens, malgré le boycott de la réunion par le maréchal Haftar. And where I heard and saw a much higher level of conviviality. J'ai entendu et vu un niveau de convivialité beaucoup plus élevé parmi les parties prenantes libyennes et je considère donc cette conférence comme un succès et une étape importante dans notre lutte commune pour ramener la paix, la sécurité et la prospérité pour le peuple libyen. Security and prosperity to the Libyan people. The Libyan people deserves a life that is much better than the one they are. Le peuple libyen mérite une vie bien meilleure que celle qu'il mène. Et voir que la communauté internationale peut se rassembler et leur envoyer un message unifié qu'il est grand temps qu'ils prennent leur destin en main est crucial. Hands with our support is crucial. Dans le communiqué final de la conférence, les participants ont souligné notamment la nécessité de préparer le cadre constitutionnel pour la tenue d'élections, de soutenir la conférence nationale de l'ONU et d'appuyer la formation d'une armée unifiée sous une autorité civile. La présence militaire a été renforcée au Bangladesh dans les vastes camps de Rohingyas. La situation alimente chez les réfugiés la peur d'un rapatriement en Birmanie. En effet, après de multiples retards, le Bangladesh a annoncé qu'il lancerait ce jeudi
Au terme d'un accord avec la Birmanie, le rapatriement d'un premier groupe de 2260 réfugiés au rythme de 150 personnes par jour. Mardi, l'ONU, qui a demandé de stopper l'opération, estime que les conditions n'étaient pas réunies en raison de menaces de persécution. L'ensemble du processus est une cérémonie. Nous emmènerons les réfugiés de ce côté-ci de la frontière et la Birmanie les recevra de l'autre côté. Il y aura un processus de vérification qui est un usage normal. Cela se passera là-bas. C'est un processus qui se poursuit. Nous avons commencé récemment et nous remettrons les conclusions une fois qu'elles seront terminées. Je ne peux pas vous dire quand cela se produira exactement, mais j'espère qu'il se terminera bientôt et que nous serons en mesure de remettre les résultats au gouvernement du Bangladesh. Même si le Bangladesh a assuré que les retours s'effectueraient sur la base du volontariat, bon nombre de réfugiés redoutent un retour en Birmanie. Certaines familles figurant sur la liste des retours se sont enfuies pour se cacher dans les collines, selon des responsables communautaires Rohingyas et des réfugiés. L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont entendus ce mercredi soir sur un projet d'accord de retrait de près de 600 pages qui doit répondre aux interrogations sur le départ du Royaume-Uni, en particulier sur le dernier point d'achoppement des discussions, à savoir la question de la frontière irlandaise. Ce jeudi, le président du Conseil européen a, lors d'une déclaration à Bruxelles, annoncé la tenue d'un sommet le dimanche 25 novembre pour signer le dit projet. L'accord est en cours d'analyse par tous les États membres. D'ici la fin de la semaine, les ambassadeurs de l'UE 27 se réuniront afin de partager leur évaluation de l'accord. J'espère qu'il n'y aura pas trop de commentaires. J'ai pris bonne note de la déclaration de la Première ministre Theresa May. Bien sûr, je ne partage pas l'enthousiasme de la Première ministre pour le Brexit en tant que tel. Depuis le tout début, nous n'avons eu aucun doute sur le fait que le Brexit est une situation perdant-perdant et que nos négociations ne portent que sur le contrôle des dommages. Parallèlement, la Commission doit continuer de discuter avec le Royaume-Uni de la déclaration politique sur la future relation entre Hollande et l'UE qui doit accompagner l'accord de retrait. Le ministre italien de l'Intérieur est venu accueillir ces 51 réfugiés et demandeurs d'asile, essentiellement des familles ou des femmes seules avec enfants, sur le tarmac de l'aéroport militaire de Pratica di Mare, près de Rome. Ces migrants, 32 adultes et 19 mineurs, viennent presque tous de l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et du Soudan. Ils faisaient partie des plus de 2300 migrants vulnérables évacués depuis décembre par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés de la Libye vers le Niger. Ils seront placés dans des familles d'accueil en Italie par l'association catholique Giovanni XXIII. Matteo Salvini passe par ce truchement pour se refaire une image. Il a assuré que la seule façon d'arriver pour des femmes et des enfants en difficulté, c'est l'avion et non les canaux pneumatiques, parce que ces canaux sont gérés par des criminels qui, en échange du trafic d'êtres humains, achètent des armes. Grâce à des accords controversés conclus en Libye par le précédent gouvernement, puis à la décision de Salvini en juin de fermer les ports italiens aux navires ayant secouru des migrants en mer, l'Italie a vu le nombre d'arrivées sur ses côtes chuter drastiquement à partir de l'été 2017. En contrepartie, l'Italie s'est engagée à développer les initiatives pour faire venir légalement des personnes vulnérables bloquées en Libye, où des milliers de migrants sont soumis à des détentions arbitraires, extorsions et violences.